Enregistrement. Alors, bonjour, bonsoir, selon votre situation géographique. J'espère que vous allez bien. Alors, on est jeudi 26 février 2026. Pour ceux qui me rencontrent pour la première fois, Elie Sawadogo, je suis responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval. Ça fait maintenant 5 ans. Alors, le chantier, il faut dire, c'est une initiative phare de la haute direction de l'Université Laval qui vise à contribuer concrètement à travers la formation, la recherche de solutions innovantes à contribuer à réduire l'insécurité alimentaire. Alors, nous formons des actrices et des acteurs de changement en matière de sécurité alimentaire. Dans le cadre de nos activités, nous organisons des midi-conférences et justement, le but ultime, c'est de pouvoir mettre en lumière des initiatives, les stratégies, les solutions innovantes et les résultats intéressants des recherches qui permettent d'améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle très locale, nationale ou internationale. Aujourd'hui, nous sommes à notre 17e midi-conférence et nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Lamana qui, je vais prendre quelques minutes pour le présenter brièvement plus tard. Mais il va nous entretenir aujourd'hui sur la contribution des fermes forestières à la sécurité alimentaire au Québec en partant de l'exemple de son entreprise, Laman Amenou, dans la région de Mauricie. Pour aujourd'hui, nous aurons 3 moments. Alors, dans un premier temps, Stéphane va faire une présentation sur justement la thématique. Après, on aura un temps d'échange, questions-réponses. Finalement, donc, la dernière partie sera dédiée à quelques messages clés. Alors, Jonathan Croteau, qui est étudiant à la 5e cohorte du chantier d'avenir en sécurité alimentaire, a accepté de nous livrer quelques messages clés. Alors, comme vous avez constaté, la session actuellement est enregistrée. Je vais vous inviter à maintenir vos micros fermés pendant la première phase, c'est-à-dire là, pendant que Stéphane présente. Mais je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions dans le chat. N'hésitez pas par rapport à ça. Je m'en vais maintenant présenter Stéphane. Alors, il est le propriétaire, comme je mentionnais, de la ferme La Manne à Menou, une ferme forestière québécoise dans la région de Mauricie, qui démontre comment la forêt peut nourrir durablement les communautés. Passionné par la nature et la transmission du savoir, il travaille à rendre visibles les liens entre forêt, alimentation de proximité et résilience des territoires dans le contexte des changements climatiques. Cueilleur professionnel de produits forestiers non lignés, guide mycologique, myciculteur et apiculteur, il met en valeur les richesses souvent méconnues de la forêt québécoise. Formateur et conférencier, il partage des savoirs pratiques sur l'agroforesterie, la production alimentaire durable et la cohabitation harmonieuse avec les écosystèmes. Actuellement, Stéphane agit comme secrétaire au niveau de l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non lignés dans le contexte québécois. Auparavant, il a été employé de Hydro-Québec. Stéphane incarne une approche concrète. On a eu l'occasion de se rencontrer 2 fois. Une approche concrète et accessible de la ferme forestière comme solution d'avenir pour la sécurité alimentaire au Québec. Merci Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Je te laisse aller, Stéphane. Eh bien, alors bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir. Et puis, juste pour rassurer les collègues qui sont d'outre-mer, dans le contexte de la province du Québec, les territoires qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas développés, sont majoritairement des forêts. Alors, c'est pour ça que le titre, c'est Contribution des fermes forestières. Mais on pourrait aussi j'ai un petit bug, il faut que je démarre ça. OK, on pourrait dire aussi pour vous que ce serait plutôt des fermes de proximité. Alors, ça pourrait être des savanes ou d'autres endroits comme des déserts qui soient colonisés, mais on les ferait plutôt en permaculture pour assurer une diversité puis d'assurer l'alimentation de proximité. Puis aussi, avec Élie, au début, dans le titre, si vous voyez le curseur, on avait appelé ça un modèle de la ferme. Puis par après, je me suis dit qu'un modèle, souvent, c'est quelque chose qu'on va répéter puis qu'on va suivre. Et là, c'est pas nécessairement le cas, c'est plutôt les exemples. Fait que on a juste, j'ai juste fait juste dire ça en partant.
Alors, comme je m'adresse à des gens aussi qui en connaissent bien plus que moi dans le domaine, ben, j'ai essayé de présenter les choses autrement. Puis, quand Élie m'a demandé pour faire la présentation, je me demandais ben, qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner à des gens qui en savent bien plus que moi. Puis, on a plutôt dit, bon, ben, je vais plutôt regarder comment moi je vis ou comment moi quels sont mon mode de vie. Alors, c'est ça qui va y arriver ici. Puis, c'est pas dans tous les axes, mais seulement dans l'axe de l'alimentation, là. Alors, je vous présente un menu du jour. Ça va être un repas de connaissances. On va commencer par des apéros. On va passer à des hors-d'œuvre. Ça va être un peu les prédispositions qui ont fait que moi, je me suis lancé dans une ferme forestière. Et puis, pour quelle personne ça pourrait aussi faire l'affaire? On a les à côté, on a des petits rappels sur la pyramide de Maslow, les entrées, le repas principal. On va parler de la ferme forestière, où puis pourquoi, mais on ne va pas parler de comment. Ça sera une autre présentation. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment faire pour transformer la forêt en ferme. Ça serait une autre présentation. Il va y avoir les trous normands qui sont d'autres sujets connexes, puis les desserts. Alors, dans la présentation, si jamais vous mettez la main sur le, le PDF, vous pouvez utiliser les points de tête qui sont au centre. Là, c'est les numéros des diapositives. Donc, si je veux aller à la ferme forestière, je fais 32 et puis j'arrive directement à la ferme forestière. Et si je veux revenir où est-ce qu'on était, je fais 3 Enter et je reviens au début. Alors, ceci étant dit, procédons par. Ah oui, puis il va y avoir une période de, de digestif. Mon écran est coupé à cause que je vous vois. Je vais voir si je suis capable de réduire ça. Oui, OK. Fait que là, je vois juste Élie. Élie, tu peux me faire des signes si jamais il y a quelque chose qui se passe. Alors, allons-y. On est à l'apéro. Ce sont des vraies aurores boréales. C'est ici la ferme un soir. C'était fantastique. Alors, la première richesse que je voudrais qu'on se rappelle, d'après moi, c'est le temps. Ça fait des millions et des millions d'années. En passant, cette photo-là, c'est pas la vraie photo du Big Bang. J'ai pas réussi à la trouver. Alors, vous voyez, l'âge de la planète Terre, c'est ça. Puis si on enlève deux zéros qui correspondent à 100 ans, ça voudrait dire qu'il y aurait eu 45 400 000 successions de vies d'êtres humains, là, à peu près, là. Donc, c'est super, super long. Mais pour nous, là, c'est court. Alors, la plus grande richesse, c'est le temps. Le temps ne se vend pas sur le marché, ne s'achète pas, il ne se fabrique pas, il ne s'échange pas, il n'existe pas dans les mines puis les océans. Alors, puis en plus, c'est facile de perdre son temps. Fait que vivons nos rêves pleinement et maintenant. C'est un c'est un petit coup de motivation. La deuxième grande richesse, d'après moi, c'est l'environnement. Puis l'environnement, ben, c'est sûr qu'on a juste une planète. Puis quand on pense à notre planète, est-ce que vous voyez le curseur, Élie? Oui. Oui. Alors, quand on passe à une planète, notre planète, on n'est pas toujours à la même distance du Soleil. Ça fait que déjà, en partant, il y a des endroits plus chauds puis moins chauds. Ça, c'est des zones climatiques. C'est un dessin un peu enfantin, là. Mais disons que c'est un peu plus chaud dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Fait que déjà, l'environnement à ce niveau-là, c'est important. Puis souvent, là, moi, je m'en viens ici, c'est mon endroit préféré pour réfléchir. Alors, quand je vais là, je ne suis pas dans la Lune, je m'assois sur une chaise par terre, puis avec les jumelles, là, je regarde ce qui se passe sur la planète Terre, là, puis j'essaie de réfléchir, là, qu'est-ce qui est normal, puis qu'est-ce qui n'est pas normal, puis qu'est-ce qui est bizarre dans tout ça. Fait que des fois, c'est là que je vais réfléchir. Fait que je me suis dit, bon, ben, quelle sorte d'environnement on peut retrouver? Il y a les environnements qu'on a en haut qui sont désertiques, il y a les villes qui sont en bas. Ça ici, c'est une ville du Burkina Faso dans le nord. J'ai pas trop pris le temps de regarder le nom. Mais ce que je regardais par rapport à où moi j'habitais, où j'avais cette maison-là qui est ici, avant de venir en forêt, bien, c'était la quantité de points d'eau. Ici, je ne vois pas d'eau nulle part. Et si je fais transposer là, tous les points bleus, ce sont des piscines, des gros, gros réservoirs d'eau. Fait que la richesse de notre environnement est directement liée avec nos habitudes, etc. Mais l'environnement, c'est pas seulement que la région puis le paysage, c'est aussi le milieu de vie. Si on est en ville, en forêt, c'est les ressources, quelle sorte d'air on respire, si on est directement à la sortie d'une grosse usine.
Si on est sur le bord d'un lac, dans les ressources, il y a aussi les musées, il y a tout ce qu'on peut faire comme autour de la maison, hein, autour de chez nous. Il y a dans le milieu politique dans lequel on est. Fait que vous voyez que dans les richesses, l'environnement comporte bien, 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 bien des choses. Là, on a Judith Polgar. Cette dame-là, bien, elle n'a pas l'impression d'être un génie, mais est devenue la femme la meilleure dans les échecs, qui a battu les hommes, puis qui a battu. Elle a été 20 ans la meilleure joueuse d'échecs au monde entier. Puis elle s'est dit, son père, il s'est dit que c'est en pratiquant qu'on venait bon. Puis elle, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est en pratiquant qu'on devient bon. Fait qu'il il faut remonter nos manches, puis il faut manger nos croûtes, comme on dit. Puis les petits écureuils, il dit la même affaire naturellement. Fait que là, dans le contexte où on est, la Manamanoum, ma ferme, est située à peu près à mi-chemin entre Québec et Montréal. Ça donne à peu près 2 heures de route par les autoroutes. Puis on est rendu d'habitude. Si vous remarquez, dans le vert, il y a du vert pâle, puis il y a du vert un petit peu plus foncé. Le vert plus foncé, c'est de la forêt, tandis que le vert pâle, ce sont des terres agricoles. Si on regarde au niveau de la ferme qui se trouve ici, c'est de la forêt, et c'est toute de la forêt partout aux alentours, exceptons fait peut-être d'ici que c'est la pépinière de Grande Pile où ils font des arbres pour reboiser le Québec. Donc, ce n'est pas des cultures avec des produits chimiques, là. Et puis, vu aérien, on le voit comme ça. Il y a quelques terres en culture dans les alentours, mais ce qu'on s'est dit, c'est que pour l'air, on est assez loin des tours puis des lignes électriques. Pour l'eau, on a le haut de la montagne. Donc, s'il y a des choses qui coulent, il arrive de la pluie, c'est pas un voisin qui nous contamine. Ben, pour nous autres, c'est important pour nos cultures. On est assez loin des sentiers motoneiges pour pas que des motoneiges viennent briser nos arbres. C'est un territoire forestier qui est bucolique, là. Et puis, dans notre village, ben, quand même, faut penser à ça dans notre environnement. On a un village de 400 habitants. C'est charmant. C'est tout petit. Maintenant, on a augmenté les habitants depuis que moi je suis arrivé. On est peut-être rendu à 450 ou 480. Je n'ai pas suivi les derniers chiffres. La population est autour de 50 ans. Il n'y a pas d'autres fermes dans les environs. Il y a un marché dépanneur qui est centralisé. Donc, des fois, je peux aller porter des choses à vendre au marché directement. J'ai 3 clients restaurants qui sont potentiels. Il y a aussi des maisons d'hébergement bed and breakfast. Il y en a 5, je crois. C'est sur l'accès de la route 155, donc c'est très passant. Puis on est à peu près à 13 km des épiceries. Donc, pour moi, c'était tous des points gagnants dans l'équation. Puis le petit village ressemble à ça. Vous devriez voir à l'automne, avec toutes les couleurs qu'il y a dans les arbres, c'est vraiment typique des cartes postales. Alors, on est rendu au hors-d'œuvre. Euh, Lamana, c'est mon nom. Donc, ça vient de mon grand-père qui était en Italie. Comme vous pouvez voir, il y avait des problèmes dans les années où il a décidé de partir. Il n'y avait pas d'emploi. Il y avait la guerre, la famine. Il y avait une épidémie de vérole qui était latente en tout cas qui était dans ces environs-là. Il y avait beaucoup de pauvreté aussi. Fait que c'était l'espoir d'un monde meilleur. C'est pour ça que les gens migrent. Donc, on le voit encore aujourd'hui. Puis, dans notre siècle, en plus, il y a des migrations climatiques. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens il n'y a plus rien à manger, donc il faut qu'ils changent de place, sinon ils ne seront pas capables de survivre. Fait que on voit que c'est pas nouveau. Mon grand-père est arrivé ici pour vous dire, il y a eu une famille de 15 enfants, il y en a 13 qui ont été vivants. Et puis sur la photo, je pense qu'il y en a 11. Fait que mon père, qui est un des derniers enfants, n'est pas sur la photo. Puis pour nourrir tout ce monde-là, ben, à l'arrière de la maison, il y avait un grand, grand potager. Puis c'était plutôt pour réduire la facture de l'épicerie. Là, on a dans notre famille Running Gag qui est la photo avec les tomates. Fait que ça, c'est mon grand-père avec ses tomates. Et puis moi, au même âge, j'ai pris une photo puis j'ai essayé de me présenter comme mon grand-père. Vous voir, je trouve qu'on a quand même un petit peu de ressemblance en haut. Ensuite, ben, mais j'ai eu des parents qui sont inspirants puis qui sont pleins de débrouillardise. Fait que j'ai appris beaucoup de trucs qui viennent de eux. Mon père est habitué avec une grande famille, fait qu'il connaissait beaucoup le partage. Puis ma mère, elle avait eu une enfance qui était défavorisée. Donc,
Elle connaissait la gratitude, puis elle reconnaissait les belles choses quand on en voyait, même si c'est juste une belle vue ou une bonne pomme verte. Là, on a la photo de mon père avec ses tomates. Donc, ils ont été des très bons modèles pour moi dans certaines choses, puis dans d'autres choses, ben, ils n'ont pas pu montrer ce qu'ils ne savaient pas, naturellement. Mais j'ai beaucoup de gratitude. Fait qu'il y a des choses comme être un entrepreneur, ça ne vient pas d'eux. Ça, je l'ai appris à la dure. Ça ne vient pas d'eux. Moi, je suis d'abord un fier paysan. C'est moi en botte de caoutchouc. Alors, je me sens comme un peu, des fois, comme un scientifique parce que je vais lire tout ce qui se passe dans les publications. Puis après, j'essaie de les mettre en pratique sur la ferme. Là, qu'est-ce qu'un paysan pour moi? Ben, les opportunités alimentaires du paysan sont la trappe, la chasse, la pêche, bien sûr, quand on arrive puis qu'on n'a rien de fait, puis la cueillette. Donc, on pourrait dire que je prends mon curseur, oui, j'ai changé de photo. Mon curseur, ici. Donc, la trappe, la chasse, la pêche, puis la cueillette, ça, c'est des choses qu'on peut faire dans un milieu lorsqu'on arrive. Une fois qu'on est installé, c'est sûr qu'on peut faire de l'élevage, on peut faire aussi de la culture. Si je me... Donc, c'est pas mal tout ce qu'il peut y avoir. Ici, en verger, on peut avoir des arbres fruitiers, des arbres à noix. On peut faire de la sylviculture pour avoir de l'eau d'érable, de la myciculture pour faire la culture des champignons. Et c'est pas pareil avec la mycoculture. Ça, c'est comment trouver les champignons pathogènes dans un laboratoire médical. Fait que ça, c'est la mycoculture, c'est pour les champignons pathogènes, tandis que la myciculture, c'est pour les champignons comestibles. Après, ben, dans les forestibles, ce qui vient de la forêt, puis les forestibles, c'est un mot contracté de comestible forestier. C'est tout ce qu'on peut trouver là, comme fleurs, feuilles, graines, aiguilles, champignons, rhizomes. Donc, c'est là que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a deux photos de miel en rayon. Ça ne demande pas tellement d'équipement. Une fois que le miel est dans la ruche, tout ce qu'on a à faire, c'est de le découper pour le mettre dans un contenant. Ensuite, on a des lactofermentations. C'est assez facile. On a besoin d'eau et de sel. Après, ça peut rester sur le comptoir plusieurs années. Une tisane de chaga, qui est un champignon qui pousse ici sur les bouleaux. On a des petits fruits, des champignons. On fait la cuisine dehors sur un poêle à bois. On fait l'élevage de lapins, mais on peut faire l'élevage de poules. Donc, sur une ferme forestière, il y a de l'élevage qui est possible. Puis on voit aussi qu'on produit des œufs en bas à droite. Quand j'étais petit, j'aimais ça jouer à des jeux intellectuels, à écouter de la musique, mais aussi à faire des forts dans la neige, des petits camps dans les armoires. Ma mère a dit, encore hier soir, elle me l'a dit, que j'aimais ça faire des petits camps. Fait que je sais pas, là, j'avais l'idée pour moi que c'était réconfortant d'avoir mon petit coin. Fait que maintenant, j'habite dans une mini-maison. Et puis, c'est comme ça. On a un grand dehors, mais on a un petit dedans. Quand j'étais ado, ben, j'ai quand même appris à faire plein de choses de débrouillardise dans le camping, aller à la pêche. J'ai pas tellement chassé, mais je me rappelle d'avoir mis quelques collets qui n'avaient pas fonctionné. Donc déjà, je pensais comme ça à l'adolescence. Moi, je devais désherber le potager de mon père puis rentrer le bois de chauffage, puis je me promettais bien que jamais dans ma vie j'aurais ça. Puis maintenant, super content. J'ai un super gros jardin à désherber. Puis j'ai tout le temps plein de bois à accorder. C'est le fun. Fait que c'est bien que pour dire que la vie, ça change. J'ai étudié, moi, en électronique, en ordinateur automatisme. Puis mon travail à Hydro-Québec, là, c'était de dépanner quand que les génératrices ou les centrales tombaient en panne. Fait que j'en couvrais large, puis j'ai travaillé un peu partout dans toutes sortes de domaines. J'ai eu une belle carrière. Mes passions, ça a été la planche à voile, la musique, la photographie dans le temps que c'était à l'argent. Et puis après ça, j'ai eu des enfants, donc j'ai eu des enfants. Et puis j'aime bien la pêche en eau douce, la mycologie, puis l'autosuffisance, puis la quête de la santé par le naturel. Fait que là, des photos, vous avez en bas, vous avez une photo de moi bébé. Après ça, avec mes beaux souliers, deux couleurs à talonnettes, blanc et bleu. Je les aimais tellement. À l'adolescence, j'ai fait de la voile. Ça paraît peut-être pas, mais quand on fait de la voile, il faut apprendre la météo, il faut apprendre les vents, le comportement, les hautes pressions, lire les nuages. Donc, ça me sert encore aujourd'hui.
Puis aussi, le fait d'avoir une voile dans les mains, on connaît la force du vent, puis on connaît son emprise quand on fait des constructions, on met mettons qu'on monte une serre, puis fait que je sais qu'il faut quand même amarrer la serre au sol. J'ai fait du camping. Puis là, maintenant, on me voit en train de faire de la musique. Je suis dans 3 orchestres. Puis l'été dernier, j'ai participé à un orchestre d'une semaine à Montréal qui s'appelle la Symphonie de la Virée. J'ai pu jouer avec Adam Johnson qui est à gauche, puis avec Raphaël Paillaré en spectacle. Alors, c'est quand même, je trouve que c'est quand même des belles opportunités pro-am, là. Puis la semaine dernière, j'ai joué avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Donc, j'ai mon volet hivernal que je vis, que j'aime bien. On a dans la photo, là, à droite en haut, l'armillaire commun dans sa forme normale puis dans sa forme avortée. Donc, il y a un combat entre certains champignons, puis il y en a qui font avorter les autres, hein. À retenir, le Dalai Lama, il nous dit que l'être humain il est fascinant. Dans la première moitié de sa vie, il échange sa santé pour de l'argent, puis ensuite, il dépense l'argent pour retrouver la santé. Il vit paralysé dans ses peurs de sorte qu'il ne fait rien du présent. Il arrive dans le futur sans passé. Il vit comme s'il mourrait jamais, puis il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Fait que ça, si vous prenez juste ça dans votre vie, puis que vous le rappelez, peut-être que ça va vous faire décider des fois à prendre des décisions. Dans mon cas, c'est le cas. Moi, ma santé était pas tellement bonne. Je suis tombé d'un arbre quand j'étais jeune, puis à un moment donné, j'ai comme mon disque a sorti de la colonne, fait que j'ai tombé malade. Puis le médecin m'a dit que à cause des médicaments puis de tout, j'étais en fin de vie, qu'il fallait que je me prépare. J'étais pas prêt tellement à vivre ça, là, de faire son testament. Puis je me dis que c'est pas drôle, là. Fait que pour me soigner, j'ai étudié l'alimentation régénérative. J'ai choisi d'adopter le crudivorisme vegan parce que c'est prouvé que ça augmente les télomères, que ça guérit le cancer, etc. L'alimentation vivante, l'exercice, le yoga. J'ai tout fait qu'est-ce que j'ai pu pour devenir en santé, pour retrouver la santé. Puis j'ai fait à peu près 3200 heures en chambre hyperbare. Je l'ai mis ici en haut à droite. Ça fait augmenter l'oxygène, ça fait baisser l'inflammation, diminuer le nombre de globules rouges. J'ai tendance à trop faire de globules rouges, donc c'est pas bon. Euh, donc, ce qui est important, c'est que la majorité des gens, dans la fin de leur vie, ils s'aperçoivent qu'ils se sont empêchés de vivre, ils ont eu peur de vivre. Les gens regrettent de ne pas avoir osé vivre leur rêve quand ils en ont eu l'occasion. J'aurais donc dû la marier, la fille, j'aurais donc dû l'acheter, ma Corvette, puis j'aurais donc dû aller en Italie, puis ça. Fait que n'abandonnez jamais vos rêves. C'est moi et Bernard Voyer, je l'ai rencontré au Cercle des leaders en décembre avec vous, et puis il m'a signé mon livre, il m'a marqué N'abandonne jamais tes rêves. Puis il avait dit, puis ça avait marqué Élie, là, je m'en rappelle, Élie, sans qu'ils ne deviennent des obsessions, hein, parce qu'après ça, si on devient des obsessions, ça peut très bien on s'enfonce dans un gouffre incroyable. Il faut quand même conserver de certains doutes. Donc, moi, mon j'aurais donc dû, c'est j'aurais donc dû me construire une maison. Fait que là, ça m'a aidé à passer par-dessus mes peurs d'être un entrepreneur, de vivre tout seul dans la forêt, de l'insécurité financière par rapport à ça, des fois que j'aurais manqué de connaissances. J'ai démarré que je voulais être un chalet en forêt. Puis là, ben, à cause d'un manque de financement, finalement, j'ai vendu du bois. On voit la quantité de bois que j'ai faite, là, ça, c'était juste pour un petit bout de chemin. Bon, ben, l'année d'après, les bûches étaient remplies de champignons parce que je les avais coupés pendant qu'il y avait de la sève dedans. Fait que là, au lieu de vendre le bois, ça m'a amené à vendre des champignons, à devenir guide, cueilleur, formateur. Puis après, ça m'a fait participer à un film de Danny Janvier qui s'appelle Forestible, à être mentionné dans un livre qui s'appelle Sur le chemin du mycotourisme au Québec. J'ai fait des voyages en Europe, j'ai participé à des colloques internationaux. Fait que tout ça, c'est vraiment fantastique. Puis, si on peut dire, c'est parce que je me suis poussé dans le dernier à commencer le projet. Puis là, bien, si on revient à la photo de moi quand j'étais bébé, pensez-y, quand on est un bébé puis qu'on commence à marcher, on réussit à se tenir debout. Déjà, ça, c'est quelque chose. Puis là, il faut tout à coup, il faut s'abandonner, à se laisser tomber en avant.
Puis là, il faut avancer le pied au même moment là, pour se rattraper. Mais il y a un certain moment où est-ce qu'on est dans un déséquilibre. Puis ce moment-là, il est pas confortable. On n'est pas confortable pendant ce moment-là. Puis dans n'importe quoi que vous allez commencer dans votre vie, il y a toujours des moments où vous ne vous sentirez pas confortable au début. Mais bon, on apprend à mettre un pied devant l'autre puis avancer. Fait que on voit en bas les photos du chemin qui ont été le début d'ici. Puis pour financer la ferme, ben, vu que j'avais pas de légumes à vendre, ben, ce que je vendais, c'était du mycotourisme, de la formation. Fait que là, on me voit ici pour la troisième fois. Je suis encore posé avec le même gilet. J'en ai fait faire 100 gilets. J'en ai donné à plein de monde qui sont venus participer pour aider, pour faire la ferme. Puis moi-même, j'en ai usé sûrement une vingtaine. Alors, j'ai presque toujours ce gilet-là partout où est-ce que je suis dans les photos. Puis là, bien, on voit l'Association forestière de la vallée de Saint-Maurice qui sont venus faire un après-midi de cueillette de champignons. Fait que c'est comme ça que, en même temps, je me trouve à transmettre puis à faire grandir la communauté en partageant ces connaissances-là. Un petit rappel sur la pyramide de Maslow. Donc, qu'est-ce qui est important dans notre vie? L'air, parce qu'après 3 minutes, si on n'a pas d'air, on suffoque. L'eau, parce qu'après 3 jours, si on n'a pas d'eau, on se déshydrate. La nourriture, parce qu'après 3 jours, si on n'a pas de nourriture, on commence à perdre de l'énergie. Donc, ça, c'est certain que ça, c'est les premières choses. Puis, dans mon cas, c'est ce que j'ai voulu faire dans mon projet. J'ai voulu mettre l'emphase sur trouver de l'eau, gérer l'eau sur le terrain comme dans un puits. Après ça, produire de la nourriture. Puis là, on est rendu ici à passer à l'autre étape, c'est-à-dire à passer d'un abri à un logis. Là, on est dans une mini-maison sur roue, c'est tout petit. Et puis, on n'a pas de siège, donc je suis assis dans le lit, là. C'est toujours comme ça. Fait que mais la pyramide de Maslow est là, puis il faut qu'on s'en rappelle quand c'est le temps de prendre des décisions. Parce que des fois, si c'est d'aller à l'encontre de nos possibilités, en fait, faut respecter nos opportunités aussi. Puis, il y a une blague qui dit que si on veut devenir millionnaire en agriculture, il faut commencer avec des milliards de dollars. Parce que dans le fond, je me rends compte que moi, ici, là, je vis comme un riche parce que je dépense comme un riche, mais je vis comme un pauvre. Fait que c'est ça que ça m'a montré l'agriculture. Puis on est chanceux. Isabelle et moi, on fait beaucoup la simplicité volontaire. Donc, on se dit de quoi qu'on pourrait se débarrasser sans que ça affecte notre bonheur. Ben, vous pouvez savoir que j'ai beaucoup d'outils. C'est là-dessus que moi, j'ai mes valeurs. Plus dans les outils. J'ai pas beaucoup de chemises tant qu'à ça. J'ai pas beaucoup de sortes de souliers non plus. Mais c'est parce que j'ai pas de place pour les mettre. Donc, on choisit ce qu'on veut. Puis en simplicité volontaire, là, ça ne veut pas dire qu'on se prive. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la misère. Puis ça ne veut pas dire qu'on est malheureux. Si je vis dans une mini-maison, c'est parce que je l'ai choisi. Là, je me dis, il faut que je l'agrandisse. C'est une autre histoire. Puis, mettons, le raisonnement inverse, ce serait comme le raisonnement consommateur Black Friday, hein. Vous êtes triste, achetez-vous une nouvelle gâterie, là, ça va vous faire du bien. Mais malheureusement, ça ne donne pas un bonheur durable. On voit Isabelle ici qui est toute heureuse de montrer les œufs parce que tous les jours, quand on va dans le poulailler, c'est comme une chasse au trésor. Donc, c'est comme si un peu c'est toujours Pâques. Fait qu'elle montre les yeux fraîchement cueillis du jour. Puis, on vous montre un biscuit chinois. C'est tellement réconfortant, un biscuit chinois. Donc, dans celui-là, c'était marqué votre bonheur est lié à votre regard sur la vie. C'est certain là, que plus on veut avoir de choses dans la vie, puis plus c'est difficile de réussir. Puis moins on a de biens, moins on a de dépenses, moins on a de perte de temps pour maintenir ou nettoyer ou transporter ces choses-là. Puis on n'a pas besoin de les entreposer, donc ça donne moins de responsabilités. C'est certain que si je me débarrasse de mon pick-up, de mon trailer, de ma chaloupe, de mon VTT, puis que je décide que je veux aller à la pêche, ben là, j'aurai sûrement un peu moins d'agréments par moment, donc il va falloir que je compense par des locations. Mais aussi, comme on a moins de choses à s'occuper, ben
plus de temps pour faire d'autres choses plus importantes, puis on est moins fatigué, fait que souvent, on a plus le goût d'entreprendre des choses. C'est un petit peu les retombées de la simplicité volontaire. À date, ça va bien pour tout le monde? Alors là, je vous montre un petit bout de film qui vient d'une série télévisée québécoise qui s'appelait Terre humaine, dialogue écrit par Mireille Morissette, qui dépeint, euh, qui dépeint la vie des agriculteurs de grande surface dans la Naudière. Puis là, dans ce cas-ci, ce paysan-là, qui est un des personnages principaux, il s'aperçoit que la crise fait mal à tous ses collègues. Puis je pense que à ce moment-là, il était maire de la ville, de sa ville. Avant que je fasse play, vous voyez que c'est un petit écran qu'on accroche derrière un siège d'auto quand on veut quand on veut que nos enfants regardent des films en auto. Ben nous, c'est notre téléviseur, c'est ça. Donc, la simplicité volontaire dans ce cas-là, c'est que quand on veut regarder un DVD, on met ça là-dedans, puis on est bien content de la grandeur. De toute façon, j- j'ai 1 mètre devant. Il est à 1 mètre de mes yeux, c'est en masse grand. Il n'ira pas parfumé pour cette grille-là. Parce que là, Est-ce c'est bien de valeur, mais dans la tête, puis ben, les agriculteurs ont été obligés de vendre, de tout lâcher, puis se prendre des jobs. est-ce que tu entends le son, Élie? Oui, OK, je le repars. Oups. Oups. Désolé. Il n'ira pas par Philly pour cette grille-là. Parce que là, c'est bien de valeur, mais dans la tête, puis ben, les agriculteurs ont été obligés de vendre, de tout lâcher, puis se prendre des jobs. Alors, si le gouvernement ne veut pas décourager ceux qui restent, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Parce que c'est pas aujourd'hui à veille qu'on va devenir autosuffisant en agriculture. Donc, ça dit tout. Le système agricole québécois, il est axé sur l'industrialisation des fermes. Puis, tandis qu'on parle d'autosuffisance, on parle plutôt de fermes euh, artisanales. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que l'autosuffisance, ce n'est pas atteignable si on est tout seul. C'est un concept de communauté. Donc, en mathématiques, on pourrait dire que c'est une asymptote, une courbe qu'on essaye d'approcher, mais qu'on n'arrivera jamais à vraiment toucher. Puis, ça dépend de plusieurs facteurs, la connaissance, l'habileté, la santé, le soutien, l'environnement, on pourrait en mettre encore longtemps. C'est en vrai, là, lorsqu'on la vit, l'autosuffisance, on aime s'y adonner malgré les difficultés qu'elle impose. Donc, j'ai discuté de ça avec ma conjointe, on a réfléchi à ça, on est allé s'asseoir tous les deux sur la Lune, puis on a regardé un peu ça, puis on s'est dit que c'est vrai. Puis ici, là, on porte notre eau, c'est vrai qu'on porte notre eau. J'ai trouvé ça à quelque part sur Internet, là. Quand tu portes ton eau, tu connais la valeur de chaque goutte. C'est bien vrai. J'ai essayé de faire de quoi de scientifique, là. Ça ici, là, c'est peut-être l'affaire la plus difficile à comprendre dans toute la présentation. Dans le fond, la courbe jaune qu'on a, ce serait la courbe de l'autosuffisance. Quand on est dans le tableau de droite ici, puis qu'on est un groupe de personnes, ben, même si une des personnes est malade, les autres sont en santé, donc ça ne paraît pas sur le rendement puis sur le travail. Donc, on pourrait dire que dans un groupe, on bénéficie des connaissances de chacun, mais on pallie aux lacunes de chacun. Fait que si on a un bon mécanicien, ben les autres sont sauvés. La courbe monte à 100%. Dans la partie de gauche, si on est une personne seule, bien, premièrement, entre 0 et 10 ans, on ne peut pas dire qu'on va être autosuffisant. Là, on est un enfant, donc la courbe ne peut pas être super élevée. Puis là, dans ce cas-là, j'ai fait une simulation d'une maladie qui est la courbe verte. Donc, si je perds 50%, mettons, de mes capacités à l'adolescence, ben, c'est certain que si j'ai un été que j'ai une jambe cassée, ben, j'aurais pas fait des muscles, puis en tout cas, j'aurais pas peut-être couru puis appris à jouer au football à cause de ça. Donc, ça, c'est juste pour montrer que la courbe d'autosuffisance, c'est une asymptote, puis elle varie dans le temps. Fait que
C'est des courbes que j'ai inventées, fait que c'est la capacité physique multipliée par la capacité intellectuelle multipliée par la santé. Ça va donner les limites atteignables. Puis après ça, non, c'est-à-dire que les limites atteignables, c'est les capacités physiques et intellectuelles. Puis la santé, c'est les limites atteignables fois la santé. Fait que finalement, c'est pas trop important que vous sachiez ça. En autosuffisance, on pourrait dire que c'est pour une personne seule. À partir qu'on est en un groupe de personnes, on pourrait peut-être parler d'intersuffisance. Je ne sais pas si ça existe. Je me suis posé la question. Puis si on prend ces personnes-là dans un local, c'est bien beau, mais si on les met dans un environnement, là, ils vont avoir accès à des ressources, donc ça peut devenir de l'écosuffisance. Fait que je ne sais pas si on pourrait diversifier ça dans les années à venir pour qu'on parle de plus c'est pour avoir plus défini dans notre perception. La fabrication des bonheurs durables, ben, je me suis rendu compte qu'il y a comme deux extrêmes dans la vie, que personne n'est dans les extrêmes, mais il y a comme deux extrêmes dans la vie. Celui qui est abonné, celui qui dépend de tout, puis celui qui s'abonne à rien, mais qui doit produire tout ce qu'il a besoin. Donc, si je commence par la droite, le producteur, le créateur, le fabricant, ben lui, quand il a un besoin, il se dit, bon, ben, j'ai un besoin, il faut que je remplisse mon besoin. Fait que, il doit imaginer, concevoir, puis construire. Puis à mesure qu'il fait ça, il ajoute toujours de la valeur à son système. Puis là, ben, si on se dit au mois de juin, j'aimerais ça manger des haricots, ben, il faut se mobiliser, il faut retourner la terre, niveler, semer, arroser. Là, on va voir pousser, on va voir fleurir, puis à un moment donné, il va falloir cueillir. Puis tout ça, ce sont toutes des petites satisfactions qui sont étalées dans le temps. Parce que le journée que j'ai fait la planche, que j'ai tout enlevé les mauvaises herbes, je suis content le soir, je dors bien, je suis content. Le lendemain, je mets mes graines en place, j'arrose ça, je suis content. Une semaine après, ça commence à lever, je suis encore content. Fait que bizarrement, même si les haricots, ils ont levé juste à 50 je ne vais pas me mettre là à rentrer dans le bureau puis à dire je veux parler au service à la clientèle, mes haricots, ils n'ont pas levé. Mais non, je prends tout de suite le sac de graines puis je m'en vais combler les trous. C'est comme ça que ça fonctionne quand on est dans l'autosuffisance. Fait que notre réflexe, c'est d'agir puis de remédier. C'est comme ça. Mais si je me réfère à moi, la même personne, quand j'étais dans ma maison avant, qui était en ville, j'étais abonné à l'électricité, j'étais abonné à l'eau domiciliaire, j'étais abonné au câble, j'étais abonné à la télévision, au téléphone, j'étais abonné au déneigeur. J'étais toujours dans une chaise d'abonné. Puis dans une chaise abonné, ben, il faut se rappeler qu'on nous fait on nous fait croire que l'abonné, le client est toujours roi, que le client a raison, puis on se fait dire le client en veut plus, il veut payer moins cher, c'est la compétition, la compétitivité. Mais ça nous amène à être dans un mode perpétuel d'insatisfaction, puis dans une éternelle insatisfaction. Je pense que c'est difficile de retrouver la paix et le bonheur. Parce que le réflexe, c'est de revendiquer. Puis pour ça, bien, je pense que chaque personne, on a tout quelque chose qu'on fait comme tricoter, puis le fait de se tricoter des pantoufles, ça nous rend heureux, puis ça nous amène à avoir nos petits bonheurs durables. Donc, il n'y a personne, je pense, qui est seulement un abonné, puis il n'y a personne qui est seulement un créateur. Là, vraiment, ces deux contextes pour comprendre, revendiquer ou agir et remédier. Donc, on est rendu plus seulement fabrication du bonheur durable. À mon avis, l'autosuffisance, ça me procure constamment des nombreux bonheurs qui sont plus présents et plus durables que le fait d'acheter quelque chose ou d'être abonné à un film sur Netflix, mettons. Fait que les buts en autosuffisance alimentaire, là, si on se concentre là-dessus, c'est d'avoir accès à de la nourriture, bien manger, dans un environnement sain. Ça nécessite une mobilisation. Nous, il faut qu'on se mette en action avec nos connaissances, nos habiletés, et il faut les augmenter avec le temps parce qu'on est obligé tout le temps d'apprendre ou de s'adapter à des conditions nouvelles. Fait qu'on a l'impression d'évoluer, on a une impression d'évoluer, un sentiment qu'on gagne, qu'on évolue, mais vers le haut. Les résultats qui sont partiels ou ultimes, comme, mettons, voir lever le plant ou ramasser ses fruits, bien, ça vient consolider notre estime de soi et notre confiance en soi. Donc, c'est bâtisseur pour notre psychologique. Les efforts qu'on fait tous les jours là, pour atteindre l'autosuffisance, là, ben, veut pas, on est fatigué. Puis quand on arrive le soir, ben, on sait qu'on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Donc, on a un meilleur sommeil.
Ça nous amène aussi à comprendre ou à être conscient qu'il n'y a rien qui vient tout seul, puis à toutes les fois qu'on mord dans un fruit, on savoure le fruit pleinement à chaque bouchée, euh, euh, parce qu'on a une satisfaction là, du travail accompli dans chacune des bouchées. La communauté qui nous entoure, ça peut être des clients, ça peut être des amis, mais ça nous permet de partager des trucs avec d'autres agriculteurs, avec d'autres clients, des connaissances. Puis ça, on a besoin d'un côté social. Donc, la ferme forestière, elle nous amène à avoir un contact avec les gens autour. C'est important. C'est pour ça que je fais de la musique l'hiver. En allant faire de la musique, je rencontre des gens parce que sinon, je serais pris dans le bois tout seul dans ma petite cabane pourrait, pourrait dépérir. Le fait de voir les avancements, les cycles de la nature, donc les saisons, mais aussi de vivre les multiples saisons comme le temps de la fraise est suivi du temps des bleuets, est suivi du temps des framboises, ils sont tous suivis. Ben, ça se répète tous les ans, puis ça, c'est sécurisant. Oh oui, ici, j'ai pris une photo de la mini-conférence de janvier, puis le conférencier avait mis cette diapositive-là, puis je trouve que ça résume quand même bien ce que moi je dis à la gauche, mais d'une façon graphique, puis à la droite. Puis aussi, tandis que j'y pense, c'est que ça nous amène à être beaucoup plus dans le ikigai en étant dans le mode de vie qu'on vit, ma conjointe et moi. Vous pourrez faire des recherches. On est rendu au plat principal dans notre repas de connaissances. Alors, voici la carte du Québec pour les gens qui sont de l'extérieur. Tout ce qui est en vert, c'est la zone agricole enregistrée dans le gouvernement. Tout ce qui est en gris, ce sont des zones qui sont majoritairement des forêts, on pourrait dire. Donc, les plaines de la Matapédia, le Saguenay, l'Abitibi, les plaines du Saint-Laurent. C'est pas mal là qu'il y a les gros endroits qui permettent l'utilisation des gros tracteurs. Cette carte-là vient de la semaine dernière, j'ai mis le lien en bas. On va la revoir plus tard. Alors, la ferme forestière d'antan, là, c'est que quand les colons sont arrivés au Québec, on n'avait que de la forêt partout. Donc, il fallait qu'ils chassent, qu'ils trappent, qu'ils pêchent pour pouvoir manger. Après ça, il fallait qu'ils se construisent des maisons. Donc, il a fallu qu'ils coupent des planches dans les arbres. Et plus ça allait, plus les forêts d'arbres à bois de construction étaient éloignées. Donc, on a reculé les camps de bûcherons. Puis, pour approvisionner les camps de bûcherons, il y avait souvent des haltes. Donc, on pouvait amener certains produits par la rivière. Dans le cas de la Mauricie, c'était par la rivière. On montait des produits. Puis il y avait l'implantation de fermes forestières qui pouvaient aider à faire du foin pour les chevaux de trait qui étaient dans le bois pour faire. Donc, il y avait comme un rôle intermédiaire, ces fermes-là, entre les seigneuries puis les camps de bûcherons. Euh, il y avait plusieurs buts, comme on le dit aussi, pendant l'été, les chevaux de trait qui servaient à débusquer le bois, à débarder le bois en hiver, ben, ils étaient ramenés à la ferme, puis là, ils servaient pour la ferme. On parle d'autosubsistance. D'après moi, l'autosubsistance, c'est la production d'aliments pour survivre, puis souvent, c'est en groupe. Tandis que l'autosuffisance, c'est un petit peu, on se permet quand même un peu plus de diversité puis de confort. L'autosubsistance, ça pourrait être de manger des patates tout le temps, là, comme certains l'ont déjà fait dans le passé. C'est pas agréable, mais on reste vivant. Ça, c'est une photo des environs de 1950 en regardant le modèle de l'auto, là. C'est chez mon oncle Zénon, une ferme qui était à Rivière-à-Pierre, à Rousseau, qui était près de Rivière-à-Pierre puis Notre-Dame des Anges, près de Montauban-les-Mines. Donc, mon oncle était agriculteur l'été, puis l'hiver, il y allait dans un camp de bûcheron parce que ça se passait comme ça. Il fallait réussir à nourrir sa famille l'hiver, fait qu'il fallait aller gagner de l'argent, etc. Donc, j'ai été touché jeune là, par une ferme c'est là que j'ai vu mes premiers petits lapins avec mon cousin, etc. Dans les fermes forestières de proximité d'aujourd'hui, bien, il n'y aura pas les mêmes buts. Donc, les réalités ont changé. On parle plus de camps de bûcherons, on parle, euh, on parle de gens qui vivent de façon, ou des communautés qui vivent plus éloignées. Donc,
Les nouvelles fermes, ce serait d'occuper le territoire québécois dans des endroits où est-ce qu'il est moins occupé. Ce serait de décentraliser la production alimentaire, d'augmenter les ressources de proximité, de favoriser le développement de la communauté aussi par des activités, par des transferts de connaissances, de la formation, d'établir une relation directe avec le producteur puis le mangeur. Donc, on élimine l'intermédiaire, des meilleurs prix, des fois meilleure fraîcheur, une relation de confiance aussi qui s'établit. Puis pour le paysan, ben, c'est d'y habiter, donc d'être hébergé, alimenté, puis récolter son bois de chauffage puis de construction directement sur son terrain. Donc, c'est comme ça. On voit la même photo que tout à l'heure. On voit l'endroit où nous, on est situé. Puis on voit, je crois que ça a un petit peu bougé, là, mais on est quand même à limite en dehors des zones. Fait que c'est ça que je pense qui devrait arriver. Dans les pays proches de l'équateur, mais ce serait de repousser les limites du désert en harnachant. Il y a plusieurs façons de le faire, là. Donc, au Québec, l'accès aux terres agricoles, les prix sont trop élevés, les dimensions sont trop grandes, fait qu'un jeune n'est pas capable d'acheter une terre de 200 hectares, puis d'ailleurs, on ne sait pas là, la pollution des sols, à quoi ça pourrait ressembler. Puis de l'air, puis de l'eau qui est autour de là. Fait que la solution, c'est de chercher un endroit qui est un lieu de vie sain, qu'on peut le déboiser, puis qui coûte pas cher, puis qu'on peut le déboiser, puis le cultiver tranquillement. Donc, il faut s'approcher d'une petite communauté, puis devenir un fournisseur local. Même chose si on est dans un endroit dans le désert. Donc, il s'agit d'être proche d'une communauté pour devenir un point central à ça. Aujourd'hui, les plaines propices aux monocultures puis aux tracteurs géants sont presque toutes cultivées, puis leur prix est exorbitant. Fait que j'ai fait un tableau ici qui est récent, mais qui date de 2024, qui sont surtout, il faut voir la densité de population. Donc, c'est certain que si j'avais une ferme à Montréal, j'aurais beaucoup de possibilités de clients, ce qui peut-être qui pourrait me permettre d'augmenter mes prix. Mais probablement que le problème, ce serait d'avoir du terrain. C'est le terrain qui serait trop cher. Si on s'en va plutôt dans un endroit où on a 0,1 habitant par kilomètre carré, peut-être c'est l'inverse qui va arriver. On va avoir accès peut-être à un peu de terrain, mais on n'aura pas accès à beaucoup d'habitants. Donc, il faut juste garder ça puis la densité en habitants carrés, en kilomètres par carré, c'est pour une région. Donc, si on prend Lungava, qui est tout ce territoire-là, d'après moi, bien, il n'y a pas une grande densité. Par contre, il y a des villages ici, il y a sûrement 200 personnes dans un village à Radisson, pareil à Chisasibi. Donc, il faut quand même étudier notre région, puis de voir là où on veut. Notre modèle, il faut qu'il fitte avec notre environnement. Si on s'éloigne des grands centres, ben, on peut stimuler l'économie locale, bien sûr. Puis là, ben, j'ai fait une recherche sur Centris, qui est un logiciel de vente immobilière. Donc, j'ai demandé les terres plus grandes que 300 000 pieds carrés. Puis on voit qu'il y en a qui ont à peu près 1 hectare qui sont quand même abordables. Bon, maintenant, construire, c'est quelque chose. Le cultiver, on a le droit. Il s'agit juste de le travailler. Là, ici, on a une photo qui est éloquente. C'est à Saint-Féréol-les-Neiges. On voit que tous les arbres ont été coupés, mais que les souches sont encore là parce que les habitants du temps, ils construisaient un campement, une maison, ils commençaient l'agriculture à travers les souches, parmi les souches. Et puis, quand il y avait une dizaine d'années, les souches étaient suffisamment ramollies pour pouvoir être arrachées. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait, les premières terres. Aujourd'hui, on arrache les souches avec la pelle mécanique, puis en dedans d'une semaine, on passe d'une forêt à un terrain euh, où on pourrait faire un verger. Mais pour la culture, le sol doit être amendé puis travaillé pour pouvoir faire le maraîcher. Ici, on voit une photo d'une formation d'inoculation de champignons dans un potager
un potager fictif qui est dans une palette finalement. Puis là-dedans, on avait mis des choux kale. Les choux ne sont pas mycorhiziens, donc ils n'ont pas trop de rapport avec les champignons qu'on avait mis là. Fait que les deux cohabitaient. C'est le genre de choses qui peut être faite en même temps. Ben, ça aide tous ces gens-là à produire leur propre nourriture à la maison. Fait que dans la ferme forestière, ça, c'est un petit peu une photo aérienne de notre ferme. Bon, donc, on voit qu'on est en pleine forêt. Si je prends mon curseur, la première année, on a fait ces choses-là de cette colonne-là. Donc, en première année, on voulait faire un projet, on a coupé du bois qui a été contaminé par les champignons. On a déboisé puis amélioré le lieu de vie et de culture. On n'avait pas de financement disponible à la banque, on n'était pas éligible aux subventions. J'ai fait le démarrage de l'entreprise. La deuxième année, ben, j'ai vendu du bois de chauffage, du miel, des champignons. Puis après 8 ans, ben là, on est rendu qu'on fait tout ça avec la vente des légumes. Donc, c'est un work in progress. Ici, on voit une photo scannée à un drone d'un ami Jean-François NG, qui fait ça avec des balises. Donc, on a scanné ma terre de 24 hectares avec une précision d'1 centimètre. Fait que là, pas dans cette vue-là. Là, cette vue-là, c'est une coloration des élévations. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ici, c'est plus élevé. On est dans 165 mètres. Rendu ici, on est dans 150 mètres. Puis rendu ici, on est dans 110 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. On voit une grande serre qui a servi de salle de réunion pendant qu'on faisait du tourisme. On a ici un trou dynamité qui a servi à faire des remblais ici qu'on appelle des restanques, qui sont des terrasses de culture dans d'anciens lits de rivière faites par des enrochements. Fait que c'est un mot occitan, mais j'ai ramené le mot du congrès d'agroforesterie de 99 pour l'utiliser. Donc, ça ici, ce sont les restanques, alors qu'ici, on a des terrasses. Fait que ça va tranquillement en montant. Ce sont toutes des terrasses. On a un grand bassin ici qui entoure le potager. Donc, ça l'empêche un peu les animaux sauvages de venir jouer dans le potager. Puis, ce que vous voyez ici, ici à l'arrière, ici. Ce sont tous des petits bassins pour accumuler de l'eau. Donc, quand j'ai commencé la première photo aérienne de Google, on voyait ici un petit peu que j'avais commencé à faire une clairière. Puis ici, on voit un peu le chemin qui descend. Puis tranquillement, ben, j'ai réussi à faire ça en 10 ans. Donc là, on voit un peu plus de quoi ça ressemble à la ferme ici. On voit la mini-maison avec certains panneaux solaires. Maintenant, on a rajouté des panneaux solaires. Ici, on a des vignes qui poussent dans les restants, et puis ils bénéficient de l'enrochement. Cet enrochement-là capte la chaleur. Les raisins restent propres, ils mûrissent plus vite. On l'a vu jusqu'à 10 jours d'avance pour les framboises. Fait que ça, c'est des concepts de sepulture. Fait qu'il y a plein de connaissances qui viennent de plein d'autres mondes dans ça. Mon premier campement, j'avais un ours qui est venu manger dans les ruches qui étaient vides. Fait que j'ai fallu que je mette les ruches sur un toit de conteneur et puis que je vive avec ma gamelle puis ma tasse de métal pour pouvoir cogner la nuit ou le matin là, quand je me faisais sniffer. Fait que ça a commencé comme ça ici. Vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai sacrifié beaucoup mon confort pour investir sur le terrain d'abord, puis je l'ai fait sans financement. Fait que ça a été lent. Euh, mais tranquillement, ben, on a réussi à avancer. On voit le début du déboisement de la zone où est-ce qu'on a les potagers maintenant, puis la mini-maison, la vente de bois de corde. On a creusé des bassins pour avoir de l'eau. Voici tout ce qui est mangeable est en orange. Donc, il y a du maraîcher, il y a des vergers, il y a de la myciculture, de la cueillette sauvage, les produits de la ruche. Et puis, pour réussir à générer des revenus, ben, je peux aussi aller chez des gens avec un moulin assis portatif pour faire du service, d'aller chez des gens pour les aider à faire du design. Donc, c'est tentaculaire. Les revenus de la ferme sont tentaculaires. C'est normal. Imaginez que je prends
une forêt boisée, puis je veux commencer à vendre quelque chose, je ne peux pas le faire instantanément. Fait qu'à droite, on a l'implantation d'un verger de carré-ovale de châtaignier de noyer noir qui a été fait en vendant le bois qui était des, des hêtres, puis les hêtres avaient la maladie corticale, donc on s'est dépêché à tout abattre les hêtres pour récupérer le bois, pour le vendre. Puis on a besoin d'arroser, fait que je suis obligé de passer avec mon pick-up, avec une pompe à essence, puis d'aller arroser dans la forêt comme ça. C'est vraiment, c'est vraiment très manuel. C'est vraiment très manuel. Dans les arbres qu'on a qui sont qui sont ectomycorhiziens, donc ils vont produire des champignons qu'on peut cueillir, bien, à gauche, il y a les bouleaux jaunes, coudriers, les hêtres, les tilleuls à grandes feuilles et puis sapins baumiers. On peut aussi manger les aiguilles de sapin, les feuilles du tilleul, les fines des hêtres, les noisettes des coudriers, puis l'eau des bouleaux. Tandis qu'à la droite, on ne mange rien de ces arbres-là. Dans ceux qu'on a apportés ici, qui sont aussi des ectomycorhiziens, bien, il y a l'aune crispée qu'on voit à gauche, qui est le poivre des dunes, l'espèce de cocotte mâle en haut. On a les châtaigniers, les chênes rouges, les noisettiers, les pins de Corée des Sibéries qui donnent des pignes, puis on a les carriovales. Puis non mycorhiziens, ben, on a des noyers noirs qui vont donner des noix de cœur à un moment donné, mais pour l'instant, ils sont non mycorhiziens comme la famille des brassicas, des brassicacées. Les endomycorhiziens, ben, c'est tout, pas mal tout le reste, 80% des plantes de la terre sont endomycorhiziennes, donc la gastache fenouil, tous ces fruits-là, on a une quarantaine. Puis on a aussi mis des arbres à noix qui sont des arbusculaires vésiculaires. Une photo du domaine de là 3 ans. Cette année, on s'est mariés, puis on trouve que la mini-maison est trop petite. Donc, dans les projets à venir, on voudrait faire une espèce de maison-garage qui est un peu comme la photo qui est à droite pour la mettre dans le trou qui est là. Donc, elle serait un peu comme une maison Wally-Pini. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait faire. Cet été, j'ai une tournée de concert à Lyon. Donc, on va aussi probablement faire un segment de Compostelle. Puis, prépare une conférence peut-être avec l'Association française d'agroforesterie, tant qu'à être là-bas. Et puis, ben, on va avoir besoin d'un gérant, naturellement, parce que quand on s'en va, c'est sûr que fait qu'on a déjà des prospects, mais on aurait besoin aussi de cueilleurs, de plein de choses. Fait que on passe maintenant à cette section, le glanage. Le glanage en Mauricie, nous avons ça. Qu'est-ce que c'est le glanage pour un citoyen? C'est de s'abonner à un courriel, une liste de courriels, puis à peu près 2 à 3 fois par semaine, on a des demandes ou des offres de cultivateurs qui demandent euh, ou qui offrent des fruits en échange en échange de services. Donc, pour 20 pièces par année, on s'abonne, on reçoit les courriels, on coche les régions qu'on veut, puis je pense si on fait les 4 régions, on a toute la Mauricie pour 20 $ par personne. On reçoit un email, on dit oui, ça m'intéresse, fait qu'on se manifeste. Si on est sélectionné, on y va, on arrive chez le cultivateur, puis là, bien, on va pour des raisons diverses. Supposons que le terrain est mou, puis on ne peut pas y aller avec le tracteur, bien, il faut aller chercher les carottes. Fait que là, les 10 personnes s'en vont et arrachent les carottes à main, on se met de la musique, on jase, c'est le fun. Puis à la fin, on lave les carottes, puis on les sépare, puis sont distribués aux cueilleurs pour un tiers de la récolte, aux producteurs pour un tiers de la récolte, puis à des organismes de bienfaisance pour l'autre tiers de la récolte. Donc, c'est un partage 3 tiers. Tout le monde est gagnant. Pour le glaneur, le glaneur, on échange le temps puis les efforts contre un gain en aliments, un peu de socialisation. On apprend des choses qui sont diversifiées parce que des fois, on va pouvoir apprendre à des gens comment faire pour bien cueillir une pomme ou bien cueillir un argousier. Puis, en même temps, ça l'amène une certaine expérience. Pour le paysan, ben, c'est un labeur sans frais. Ça l'amène aussi à rencontrer des gens. Ça peut y retirer des épines du pied parce que des fois, on n'a pas la capacité de le faire autrement. Puis aussi, ben, ça se fait dans un avant-midi, fait que on change, c'est une exécution qui est rapide. Pour l'organisme caritatif, ben, tout à coup, on reçoit un téléphone, puis on reçoit
c'est un gros problème d'avoir trop d'aliments à s'occuper. Donc, le glanage, ça peut s'organiser partout dans toutes les régions du monde entier. Tout ce que ça nécessite, c'est l'implantation d'un club ou d'un cercle pour organiser les communications. Fait que ça peut avoir besoin de certains financements quand même. Puis, ce qu'on rappelle, là, les coûts pour l'inscription saisonnière sont faibles. Les activités ici, c'est presque toujours c'est 3 heures. Donc, c'est un avant-midi ou un après-midi. Puis, on fait un petit coup vite, soit qu'on récolte ou on organise une petite fête, une rencontre, un 5 à 7 ou une corvée. Fait que là, on le voit dans le droite, là, on n'est pas dans l'ego, on est dans l'éco. Fait que tout le monde est pas mal au même pied d'égalité là-dedans. Pour le futur de l'agriculture, ben moi, j'ai un petit peu peur à tout ce qui est OGM, hein. Les changements climatiques, pour moi, c'est rien de bel sorcier à comparer des OGM. Alors, c'est ça qui me fait peur à moi. Je préconise des cultivars patrimoniaux, les engrais naturels, les répulsifs naturels. J'ajoute des mycorhizes, des champignons au lieu de mettre des fongicides. Je fais mon compost maison, je mets du basalte pour l'électroculture, les fumiers, les copeaux de bois. On essaye de produire tout ce qu'on peut, puis on essaye de le transformer d'une manière qui ne demande pas d'énergie. Donc, la lactofermentation, les germinations, les pousses, le canage à l'autoclave puis la déshydratation, pour nous, c'est préférable à la réfrigération puis la congélation. À droite, là, les canages, là, j'ai fait 20 litres de bouillon, puis 20 litres de bouillon, puis 28 livres de viande, donc 15 kilos de viande avec un seul dindon. Fait que ça nous nourrit pour un certain temps. Donc, le futur de l'agriculture industrielle n'a pas les mêmes buts. Eux, c'est d'avoir des royautés, c'est d'augmenter les quantités, la productivité, l'esthétique. Tandis que nous, c'est d'augmenter les nutriments puis la résistance aux maladies, aux fongiques puis aux bébites. J'ai regardé un film qui s'appelle Einstein et la bombe. Puis en conclusion, par rapport à la construction d'une bombe nucléaire, Einstein dit, il faut comprendre que le destin de l'humanité repose pleinement sur le développement moral de l'homme. Fait que si on décide qu'on transgénique puis qu'on ne fait pas attention à ce qu'on mange, on peut se planter royalement. Moi, puis Jean-Martin Fortier, on apparaît sur cette photo-là. On ne se connaît pas, c'est juste qu'on a pris une selfie, puis je trouvais c'était intéressant de voir comment lui se positionnait par rapport aux éléments biologiques. Donc, il faut qu'on pense différemment. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi, je dis qu'on fait tous partie de la société. Fait que pour changer cette société, commençons par nous transformer nous-mêmes. Puis des fois, il faut arrêter de faire toujours la même chose si on veut s'attendre à un résultat différent. Vous avez besoin d'aide, les gars. Ah, pas maintenant, là, on est trop occupés. Il faut reconnaître les opportunités. Ici, tout changement, toute révolution là, passe obligatoirement par 3 étapes, le ridicule, le dangereux, l'évidence. Vous pouvez regarder cette vidéo-là sur YouTube, c'est très intéressant. Si on vous dit que votre idée est ridicule, peut-être parce qu'elle est révolutionnaire, mais c'est pas forcé que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui serait ridicule? Ben, s'il y avait un programme qui nous disait, ben oui, on va faire un programme pour aider les jeunes, un programme agricole pour aider les jeunes à aller pas harnacher, mais à aller essarter des territoires, c'est-à-dire enlever les arbres, mettre ces terrains-là en culture, bien, probablement que de un, on augmenterait la production au Québec. De deux, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même leur donner du financement. Ça, c'est dangereux parce que là, ça veut dire que pour le Québec, il faut qu'on finance ces jeunes-là. Mais peut-être que dans 20 ans, on verrait qu'on a réparti l'alimentation puis que c'était évident qu'il fallait qu'on fasse ça, qu'on passe à ce type, qu'on revienne à l'alimentation de proximité, à la ferme en autosuffisance. Puis, c'est ça. Alors, on est rendu au dessert. Je vous conseille de voir ces films-là parce qu'ils sont inspirants. Eddie Eagle, lui, il voulait aller aux Jeux olympiques. Il a réussi par y aller.
Le garçon qui dompta le vent a fait une éolienne à partir de déchets pour réussir à pomper de l'eau pour augmenter la saison de culture en Afrique. Ces autres films-là sont aussi intéressants. En même temps, vous avez un petit peu les choses que j'aime. Ça me permet de me connaître. Forestible, un film dans lequel j'ai participé. Je parle justement de toutes les choses dont j'ai mis dans cette conférence-ci, dans ce film-là. Puis quand je regarde le film, j'ai l'impression d'aller me promener dans la forêt. J'ai fini le film, puis je me dis, ah mon Dieu, mais quel bel après-midi, quel beau film. Fait que je vous le conseille, il est reposant. Des séries sur la vie en Alaska, la vie agricole, la vie des colons. Sur la douance, John Sheldon, c'est comique en même temps. Puis les livres qui m'inspirent, là, la production, une ferme productive, voyons, une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne, c'est très philosophique. Puis ça vous permet de vous orienter si vous voulez faire une ferme forestière. Pour comprendre l'agriculture, puis la ferme, puis en même temps, dans nos arbres et nos champs, j'ai lu que comme le meilleur modèle, c'est l'agroforesterie avec une certaine dispersion des arbres. Donc, c'est exactement ce que je fais ici dans une ferme forestière. C'est qu'on va mettre des pommiers un peu avec d'autres types d'arbres, mais entre les arbres, il va y avoir des espaces, il va y avoir des petits arbres. Alors, je pense que je devrais créer un mouvement social qui est le concept tourisme d'entraide paysanne. Vous m'appelez, vous voulez aller faire du camping, je vous accueille, je vous montre à faire de quoi, vous m'aidez à faire une tâche sur la ferme, puis vous avez en même temps tout un, tout un séjour. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Ici, on pourrait faire des mini-fermes sur la ferme forestière puis accueillir des gens. Comment on pourrait propager les fermes forestières? Ben, je ne le sais pas. Donc, je vous pose la question. On pourrait y passer tout le monde ensemble. Les activités qui sont en cours, ben, moi, je suis en train d'essayer de rédiger un livre pour essayer de transmettre toutes sortes de choses par rapport à la ferme forestière, le comment le faire aussi, là. Je pense qu'on devrait faire des livres de recettes. Je devrais continuer à faire des causeries. Euh, on a besoin de volontaires, toutes ces choses-là. Dans le fond, aussi, on aimerait s'impliquer au niveau humanitaire. On le fait déjà avec Stéphane Ravalouche-Ona, qui est ici du Madagascar et de la Réunion. Il est venu à notre ferme, il a visité, puis on a établi une genre de stratégie pour augmenter la rétention d'eau dans leur culture au Madagascar. Alors, j'ai terminé. Je voudrais vous remercier tout le monde. Je voudrais vous souhaiter d'intégrer cette présentation afin qu'elle devienne utile dans votre vie. Fait que je remercie sincèrement Élie, les chantiers d'avenir en sécurité alimentaire, l'Université Laval, les organisateurs et techniciens en régie là, qui nous ont permis de retransmettre ça partout, puis qui font avancer le chantier. Alors, je vous remercie de votre attention, puis j'espère vous revoir bientôt. Vous avez mon adresse ici. Alors, on est rendu à nos digestifs. Alors, je réponds à vos questions. Super, super. Merci beaucoup, Stéphane. Je qualifierais cette conférence-là de mini classe de maître, là, tu vois, c'est vraiment très intéressant. Jonathan et moi, on s'en doutait, on disait que ben, ça pourrait prendre plus de temps, hein, mais écoute, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est ça. On est rendu maintenant à vos questions, réponses. C'est ça, questions, commentaires. J'ai déjà une question dans le chat. Stéphane. Oui. Alors, Hamzata pose la question, ben, c'est ça. Le Burkina Faso dispose d'un potentiel considérable de produits forestiers non liés qui constituent un levier important pour la sécurité alimentaire et les revenus ruraux. Toutefois, ce potentiel reste encore sous-valorisé. Selon vous, dans quelle mesure un modèle d'agroforesterie nourricière inspiré de ta ferme pourrait-il être adapté au contexte sahélien de Burkina afin d'améliorer durablement la sécurité alimentaire? Donc, c'est Bon, vrai pour le Burkina, mais en tout cas, les différents pays sahéliens aussi. oui. Bon, mais premièrement, on est d'accord que les terrains forestiers de savane
ont sûrement de temps en temps des champignons qui sortent de terre et d'autres types de PFNL. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on a le droit de cueillir sur notre propriété. Si on veut cueillir sur d'autres propriétés, on doit demander des permissions. Donc, déjà là, au niveau de la disponibilité des endroits, il va falloir demander des permissions. Au Québec, si on veut aller dans des, de- dans des endroits protégés par l'écologie, comme des parcs nationaux ou des réserves nationales, il y a des endroits où on peut ou on ne peut pas cueillir des choses. Ensuite de ça, il faut certains. Quel était, Élie, le nom de la personne? Hamzata. Hamzata, il faut réussir à apprendre en même temps qu'on cueille, en même temps qu'on mange, pour que les gens fassent le lien que là, il y a une denrée qui est disponible, puis aussi que cette denrée-là, il faut apprendre à la cuisiner. Donc, c'est comme ça. Ici, au Québec, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. On cueille, on essaye de vendre à des restaurants, on essaye de faire de la publicité pour que ça touche un grand public, parce que quand tu vas au restaurant, tu choisis pas nécessairement ce que tu manges. Donc, c'est facile de glisser quelque chose qui est très bon, mais qui n'est pas usuel. Ensuite de ça, bien, il y a beaucoup de gens qui donnent de la formation. Donc, c'est à travers de la formation qu'on on va générer plus de cueilleurs. Puis avec plus de cueilleurs, on va générer plus de roulement de ces PFNL-là. Est-ce que ça répond à la question? C'est bon. Il y a une question de Isabelle Rousseau. Quel est le point de vue du MAPAC sur les fermes forestières? Je crois que avec mon expérience à moi, c'est que lorsque je suis allé euh, chez Agri Conseil, euh, pour eux, ça semblait pas faisable ou pas viable d'avoir 20 sortes de fruits. Pour moi, c'était le fait que seul, je peux cueillir 20 saisons différentes qui se succèdent. Bon, ensuite, depuis 1950, le MAPAC est orienté plus sur l'industrialisation, plus sur les gros tracteurs, sur la monoculture. Donc, il y a pas vraiment, il y a quelques petits projets qui pourraient être des haies brise-vent, des primes verts, des gens qui remettraient des arbres à certains endroits qui pourraient être considérés, mais je crois qu'il y a une grosse lacune dans le domaine des fermes forestières d'autosuffisance. Ça devrait être beaucoup mis de l'avant. Peut-être aussi ajouter, tu te rappelles, Stéphane, dernièrement, on a rencontré une personne du MAPAC, mais il n'y a vraiment pas un programme comme ça qui soutient directement Ben, avec ça. C'est c'est ça ça, le on a problème. passé 1 heure et demie, je crois, avec le représentant du MAPAC qui s'occupe des cultures émergentes et, des, et, des- et de la forêt, je crois. C'est ça, excellent. Faut Ça, dire c'est... qu'au Québec, faut Ouais. dire qu'au Québec, ces produits-là sont connus des Autochtones, hormis peut-être la famille des champignons, c'est-à-dire le règne des champignons. C'est-à-dire que c'est assez nouveau, et puis il y a des champignons qui sont mortels, donc il y a beaucoup de plantes aussi qui sont dommageables pour la santé. Donc, on ne se lance pas à faire n'importe quoi dans le domaine des PFNL. Il y a ça qui est un frein au développement aussi. Ok. C'est bon. Personne ne veut réagir. Ok. J'ai une autre question assez intéressante comme initiative pour l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Mais quelle est votre appréciation en termes de gains économiques, donc coût et temps engagé versus bénéfice? Bon, chez nous, c'est catastrophique. Je vais vous répondre honnêtement. J'ai, Mon but à moi, c'est de faire le top qualité. Alors, je ne regarde pas nécessairement l'argent ou le temps. Cependant, j'ai rencontré ce week-end Dominique Lamontagne de la ferme En Pleine Gueule à Sainte-Lucie de Sainte-Lucie je ne m'en rappelle plus.
du nord, en tout cas, d'approche de Valmorin. Et puis, bon, ce qu'il me disait, c'est que lui, pour produire une bonne partie de son alimentation, il mettait environ 255 heures par personne. C'est-à-dire que lui et sa femme passaient 255 heures à travailler, à faire des semis, à transplanter au potager, à désherber, à récolter, ou à nourrir des poules. C'est comme ça qu'il mesurait ça. Puis, ça avait l'air à correspondre pas mal à ce qu'il mangeait dans son année. Nous, ici, on a des dépenses, je suis en train de faire le budget, là, on a des dépenses pour le potager d'environ 1 000 $, mais peut-être qu'on a des revenus pour 6 000 $. Donc, c'est certain qu'on fait un gain. Là où c'est plus dur, je vous dirais, c'est avec les abeilles, parce que les abeilles, puis les pesticides, puis les maladies comme le varroa, puis le petit coléoptère de la ruche qui est rentré dernièrement, et ça fait que c'est plus difficile avec les abeilles. Euh, mais je crois qu'on est capable de faire la même ferme que j'ai faite en dépensant 3 fois moins d'argent, puis en générant des revenus plus rapidement. Parce que là, moi, j'avais personne pour me montrer. Puis c'est pas quelque chose qui est, je ramais contre le courant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis persuadé que si on repartait, on pourrait générer des revenus plus rapidement, puis faire comme moi, j'ai décidé de faire un chemin d'1 kilomètre de long. Ce chemin-là, il coûte 200 000 $. Et si j'enlevais ça des dépenses, c'est sûr que ce serait beaucoup plus profitable. Mais c'est ça que j'ai choisi. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que j'ai j'ai réussi à récupérer à peu près 100 000 $ en revenus, mais la majorité de ces revenus-là, c'est fait sans vente d'inventaire. Donc, seulement par du tourisme, du microtourisme, de la dégustation et puis de la vente directe lors de cueillettes en forêt. Donc, il y a peut-être 80 000 $ qui a été qui sert, qui a été fait sans perte d'inventaire. Ça, c'est un des moyens de générer des revenus pour une ferme qui démarre. Excellent. J'ai des collègues du chantier, Ibrahima, Annie, les conférenciers du mois de janvier aussi, je vois Fanny, Guy aussi. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des commentaires. À part dire merci beaucoup, Monsieur Lamana, c'est vraiment très inspirant là, très très inspirant. Et puis c'est ça, on voit toute la passion pour la nature, le naturel. Voilà, c'est une vie bien remplie, une vie active. Et en tout cas, on se demande, quand j'écoutais tout ça, je me demandais, voilà, comment est-ce que ça, il faut vraiment être passionné pour pouvoir réaliser tout ce que vous avez fait pendant en tout cas, pendant votre vie. Et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait transmettre cette envie-là, cet engouement-là à plus de monde pour justement développer l'autosuffisance. Je suis en mode réflexion là. C'est beaucoup de nourriture que vous avez donné là. Et puis, on essaie de digérer tout ça ça amène à réfléchir en fait. Mais Ben, merci pour en tout cas, toutes les réflexions que vous suscitez chez nous là. je ne sais pas si Moisson Mauricie a quelqu'un en ligne ici aujourd'hui, mais je m'avais rencontré Moisson Mauricie, qui est l'organisme qui recueille le plus de denrées puis qui la redistribue là, pour une partie de la sécurité alimentaire dans ma région, pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'obtenir des financements par des sociétés privées, comme, mettons, comme un dépositaire de voitures qui paierait pour avoir des arbres fruitiers dans la forêt. Donc, on aménagerait des zones de forêt chez des gens qui sont propriétaires de forêt, mais qui font rien avec la forêt. Puis, on pourrait générer soit par les arbres à noix ou d'autres arbres fruitiers ou des petits arbres à fruits. On pourrait générer des denrées. Puis là, bien, c'est de trouver la façon qu'on pourrait faire pour que moi, en tant que propriétaire terrien, qui a trop grand de terrain, je puisse
céder ou concéder la production d'une certaine partie du terrain à un groupe de producteurs bénévoles qui s'occuperaient à faire, ou que ça pourrait être aussi un organisme de réinsertion de quelque chose ou pour des gens euh, simplement pour qu'ils apprennent à faire la culture. Donc, ça serait de financer l'implantation de fruitiers ou de producteurs de denrées pour après ça, le transférer directement à Moisson-Mauricie. Excellent, excellent, c'est bon. Annie, c'est bon? Je voulais juste ajouter, merci beaucoup Stéphane pour cette très inspirante présentation. Puis je voulais simplement ajouter que j'apprécie particulièrement le terme intersuffisance. Je trouve que c'est vraiment parlant en lien avec un peu cette espèce de dynamisme qu'on peut faire avec une communauté qui est beaucoup plus parlant que autosuffisance et qui peut résonner un peu comme par soi-même, mais pour soi-même. Mais j'apprécie vraiment cet exercice là, de trouver des mots qui sont plus parlants. Donc, merci vraiment pour ça. C'est très inspirant. Ben, Excellent. j'ai fait une recherche sur Internet, mais j'ai pas rien trouvé. Ben, j'ai trouvé quelque chose qui utilisait ce mot-là, mais pas de définition, rien. Fait que je ne sais pas si ça existe ou fait que c'est à nous à. C'est un concept à développer, Annie. On va développer ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Excellent. Mais c'est Ça ça, fait la plaisir. dernière fois, une fois, j'ai échangé avec Stéphane. Il a fait sortir des expressions. Je pensais que j'avais pris note, mais après, j'ai oublié. J'ai trouvé ça aussi vraiment inspirant. Excellent. Fait que c'est ça. Jonathan, on est rendu à toi. Je ne sais pas si tu pourrais nous dire quelques messages clés. Oui, OK. ben, d'abord, merci Stéphane. C'était très intéressant aussi d'avoir des photos et des images comme concrètes, hein. On s'était parlé justement en décembre dernier là, tu avais justement entretenu sur ton projet et tout ça. Ça a vraiment été très intéressant. Puis justement, pour rebondir un peu sur l'intersuffisance, on a parlé de co-suffisance à ce moment-là aussi, de justement peut-être en lien avec autant se suffire soi-même, mais aussi toutes les questions aussi de la communauté, puis l'environnement. Je pense que tu l'incarnes vraiment bien, justement, on dirait aussi en prenant soin de l'environnement, de tout ce qui est aussi dans ce sens-là, mais ça te permet aussi de prendre soin de toi, d'être, je dirais, être en cohérence aussi avec de ce que tu fais, ce que tu veux projeter aussi dans la société. Puis ça vient un peu justement rebondir aussi sur le fait que ben, faut croire en ses rêves, assurément, à croire en ses capacités d'avancer. Puis je pense que c'est un peu aussi, c'est comme si on était quelque part t'étais un peu autosuffisant dans la manière de, tu sais, de toi aussi de gérer juste toi-même, aussi avec toi-même. Puis après ça, en interaction avec l'environnement. Donc, tout créer un peu cette symbiose, synergie que tu as vraiment montée au fil des années avec la ferme. Puis il y avait des points un peu intéressants aussi au niveau de tout ce qui est d'améliorer aussi l'environnement alimentaire dans ton coin, dans le village, où tu peux distribuer justement des denrées aussi, puis cette disponibilité-là, cette accessibilité-là aussi qui est disponible maintenant aux gens de ton coin. C'est ça les clés, les facteurs, pas les clés, mais les éléments clés que j'ai soulevés. Excellent, excellent. Merci, Jonathan. En tout cas, j'ai trouvé vraiment, vraiment inspirant la présentation. C'est sûr que bon, comme j'ai mentionné, il y avait vraiment, il y a du stock qu'on a reçu beaucoup aujourd'hui. Vers la fin, ben, Stéphane, j'ai vu qu'effectivement, tu regardais le temps et puis tu es allé rapidement. Ben, pour la- Ouais, les films, c'est parce que j'avais commencé quand j'ai commencé à faire la présentation, je me dis, pour me présenter, je vais mettre des films. Je me dis, regardez ça, c'est les films que j'aime. Fait que peut-être que ça va dire aux gens, mais il était moins important les films quand même. ouais, Sauf que ça fait partie un peu de, si vous voulez avoir le pouls de comment on vit, mais en regardant ces films-là, vous allez voir,
En tout cas, c'est tous des films qui ont rapport avec ici, avec la sécurité alimentaire, finalement. Ouais. Mais vous avez compris vers la fin, Stéphane, ben, il sera intéressé s'il y a des gens qui souhaiteraient ben, faire un tour à Mauricie. Ben, ce sera avec plaisir qu'il va accueillir. Excellent. Alors, Ça c'est peut être ça. des Donc, projets, même ça peut être d'aller faire, d'aller voir pour faire le répertoire des PFNL là, au Burkina Faso, là, ben, de sélectionner ceux qui sont comestibles, puis d'en faire un ouvrage comme un livre, pour qu'après ça, on puisse propager le livre. Quand même, ce serait les champignons du Burkina ou du Tchad ou je sais pas, peu importe, là, mais on pourrait faire ça aussi. Je serais intéressé à participer à ça. Donc, toutes les idées sont bonnes outre-mer. excellent. Je pense que Hamzata et Rasmata, vous avez entendu. Parfait. Excellent. Alors, c'est ça. Donc, de mon côté, vraiment, c'est de prendre un temps pour remercier d'abord Stéphane. Merci pour le temps consacré. Merci pour ce beau partage-là. C'est très inspirant. Et puis, c'est ça. Donc, tu étais d'accord qu'on puisse partager ta présentation aux participants? C'est bon? Oui, Ouais. c'est ça. Là, OK. je vous ai déjà envoyé une vidéo, mais la vidéo n'est pas complète. Fait qu'il D'accord. faudrait, ou c'est-à-dire un PDF. PDF, ouais. Mais cette semaine, je vais te acheminer le, OK. le, le, le bon fichier. Parfait. Et je pourrais en ce moment partager aux participants. Et merci à tout le monde. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cette conférence-là. C'est ça, je vous souhaite de continuer. Comme on a entendu aujourd'hui, il faut mettre nos peurs de côté. Eh ben, s'il y a des rêves, s'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, mais il y a un prix à payer, hein, vous aurez compris. Mais il faut foncer, il faut aller de l'avant. Il n'y a qu'une seule vie. Un prix à Les payer. étudiants, Puis il y a c'est un le prix à courage. payer, c'est ça. Euh, Faut être courageux. ceux qui sont de plus en plus, je pense que les gens sont habitués au livre que je suggère là. Les leaders sans titre. J'ai parlé de ça à Stéphane, il allait lire les livres et puis, en tout cas, c'est vraiment inspirant ces livres-là. Parce qu'à la fin de la vie, finalement, ben, il y a des regrets ou il y a des victoires qu'on célèbre. Donc, à chacun de choisir. Alors, c'est ce que je vous souhaite une bonne fin du mois de février. Donc, on va se donner rendez-vous le 26 mars, donc pour notre 18e midi-conférence. Allez, bonne suite, Merci. au plaisir. Merci beaucoup. En quittant, Élie, tout le monde